Ça y est, il y en a 6. Voilà, 10, 13, ils sont là. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Donc, nous nous retrouvons pour cet agro-webinaire Acta Agrinium du mardi, où aujourd'hui je remplace mon compère Philippe Prévost, qui ne pouvait pas ouvrir la session pour notre engagement. Donc, nous traiterons aujourd'hui la thématique du changement climatique et on va parler d'un sujet d'actualité puisqu'il est directement lié à un événement du jour qui vient d'être conclu il y a quelques minutes ou qui est en train d'être conclu puisque le Premier ministre s'exprimait il y a peu en clôture du Varenne agricole de l'eau avec les ministres de l'Agriculture et la secrétaire d'État à l'environnement. Et donc, notre sujet est complètement lié à cette initiative et à ce grand événement. On va faire un focus sur la cartographie des leviers d'adaptation au changement climatique. Et pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants comme à l'accoutumée qui vont vous être présentés par mon collègue Mathieu Hirschi de l'ACTA qui sera l'animateur de la session. Avant de lui passer la parole, je tenais simplement à vous rappeler les règles d'usage pour ces agro-webinaires. Vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet Q et R. C'est important d'utiliser cet onglet QR pour poser vos questions. Vous avez la possibilité également d'utiliser le chat, mais plutôt pour échanger entre vous. On ne prendra que les questions qui sont dans l'onglet QR. Donc, voilà, utilisez bien cet onglet pour interagir ensuite avec les intervenants. Je passe tout de suite la parole à Mathieu et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Mehdi et bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, pour introduire le sujet, les effets du changement climatique engendrent de multiples impacts sur l'ensemble des filières de production agricole, qu'elles soient animales ou végétales, et ces impacts seront très certainement amenés à se multiplier à l'avenir. Face à cela, il y a 2 stratégies que l'on peut emprunter et qui sont possibles et parfois complémentaires, à savoir une stratégie qui consiste à atténuer le changement climatique et une stratégie qui consiste à s'y adapter. Alors, comme le disait Mehdi, durant ce webinaire, nous allons nous concentrer sur la stratégie d'adaptation et des leviers d'action qui sont mobilisables. Et c'est d'ailleurs, comme tu disais, un sujet tout à fait d'actualité avec la clôture du Varenne aujourd'hui de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Ainsi, donc, durant cette heure, nous allons avoir 3 intervenants. J'en profite également pour les remercier de nouveau. Tout d'abord, Nathalie Ola, qui est ingénieure de recherche à INRAE et directrice de l'unité écophysiologie et génomique fonctionnelle de la vigne. Sa présentation abordera une vision systémique de l'adaptation au sein de la filière vigne et vin et mettra en avant l'importance de la mobilisation de leviers complémentaires aux leviers techniques. Ensuite, nous accueillerons Marion Claquin, qui est chargée de mission à l'ACTA. Elle nous présentera une cartographie des leviers techniques d'adaptation au changement climatique en se concentrant sur les stress hydriques et thermiques. Enfin, nous accueillons Yvan Reynaud, qui est enseignant au lycée agricole de Chaumont. Il nous apportera son témoignage en tant qu'enseignant et qui nous servira également d'ouverture. Il nous présentera la manière dont on peut soulever les obstacles à la prise de conscience du changement climatique par les étudiants, avec une possible mise en pratique de leviers d'action par la suite. Et sans plus tarder, donc, je laisse la main à Nathalie. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Donc, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je vais rapidement vous présenter la manière dont on a abordé la question de l'adaptation dans le cadre du projet LACAV, qui est un grand projet qu'on a conduit à l'échelle nationale pour réfléchir et mobiliser la filière vigne et vin quant au changement climatique. Donc, l'adaptation, comme nous l'avons conçue, ce n'est pas juste une succession de leviers techniques, mais on l'a considéré comme l'ensemble des actions et des processus que les sociétés ou les groupes de personnes doivent mobiliser pour limiter les impacts négatifs des changements et favoriser leurs effets bénéfiques. Donc, on a bien une vision très globale de l'adaptation qui intègre plusieurs éléments et on va le voir dans la suite de mon exposé. Alors, avant de parler d'adaptation, il faut aussi définir à quoi on veut s'adapter. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter les impacts les plus importants qui sont déjà vécus ou attendus pour la vigne et le vin, et c'est bien à ça qu'on veut s'adapter. Donc, comme pour l'ensemble des autres cultures et de manière marquée sur la vigne, on a vu une avancée marquée de la phénologie
et notamment des dates de vendange, avec des vendanges plutôt au cours de l'été, et ce qui peut avoir des conséquences sur la composition des raisins. On a aussi vu des effets des stress, hein, notamment au niveau des bilans hydriques plutôt défavorables, mais aussi pas mal d'aléas climatiques et d'événements extrêmes comme des gels de printemps et aussi des canicules, notamment en phase estivale, qui peuvent avoir des conséquences fortes sur le rendement et la qualité. Alors, en matière de composition des raisins, la teneur en sucre et donc en alcool des vins a augmenté graduellement depuis la fin des années 80 du siècle dernier. Et en parallèle, un autre composant des raisins qui est l'acide et qui conduit à un équilibre avec les sucres pour une bonne qualité, eh bien, cette teneur en acide a baissé. Alors, globalement, ça conduit à redéfinir un peu le potentiel des différentes régions viticoles en France et en Europe, avec une disparition du potentiel viticole plutôt, ou un moindre potentiel viticole plutôt dans le sud de l'Europe et une augmentation du potentiel viticole dans le nord de l'Europe. Il ne faut jamais oublier les aspects économiques sur les impacts, notamment en termes de revenus, de risques et de compétitivité entre les vignobles. Et enfin, il faut aussi mesurer les conséquences que ce changement climatique peut avoir sur les consommateurs et sur le mode d'organisation de la filière. Donc, compte tenu de ces différents impacts possibles, nous avons vraiment posé les bases d'une analyse systémique pour concevoir l'adaptation, avec d'une part des paramètres du climat qui vont changer, bien sûr la teneur en CO2, mais aussi la température, la sécheresse, vous en avez parlé, les événements extrêmes. Et tous ces éléments vont avoir des conséquences sur l'écosystème viticole, la physiologie de la vigne, mais aussi les ressources du milieu. Et ces impacts, ils vont être variables d'une région à l'autre. Ensuite, vous avez des effets sur l'agrosystème viticole en général, mais aussi sur les processus de vinification et sur la chaîne de mise en valeur du vin. Face à ça, vous pouvez définir des stratégies d'adaptation qui vont combiner plusieurs leviers et qui vont être appliqués à différentes échelles de l'espace. Ces leviers, ils peuvent être mobilisables dans la vigne, hein, au vignoble, mais aussi à la cave, et également tout au long de la chaîne de valeur, et enfin au niveau de l'organisation et des instances réglementaires de la filière. Donc en fait, notre travail et notre vision de l'adaptation, ce n'est pas de considérer levier par levier, mais de définir des stratégies d'adaptation à l'échelle locale en combinant des modifications techniques, spatiales, organisationnelles, et sur la base des connaissances qu'on peut apporter, mais aussi d'approches participatives, parce qu'on considère que les acteurs de terrain ont une grande expertise pour concevoir des stratégies d'adaptation. Alors, c'est une autre diapositive qui illustre ce côté systémique, ce côté pour combiner différents leviers, que ce soit au vignoble et à la cave, ou alors en termes géographiques, hein, de localisation des parcelles, qui prend en compte le consentement et la perception des consommateurs vis-à-vis à la fois du changement climatique, mais aussi des leviers qui vont être mobilisés, et qui fait une place importante au mode participatif et à l'organisation dans la filière. Alors, une autre, on ne va pas rentrer dans les détails de cette diapositive, mais qui montre aussi qu'il y a besoin d'une analyse assez fine, à la fois des échelles spatiales pour mettre en œuvre ces leviers d'adaptation et d'une échelle temporelle, avec des leviers qui peuvent être mobilisés sur le court terme et d'autres sur le plus long terme. Alors, deux exemples hein, pour illustrer mon propos. Un premier qui concerne l'encépagement, la modification de l'encépagement dans les différents vignobles. Et ici, l'exemple est relatif à la situation dans le Bordelais, et qui montre comment, à partir d'un levier technique, ça entraîne tout un ensemble d'autres leviers qui vont conduire à la capacité adaptative. Alors, au départ, il y a eu une phase d'anticipation par les acteurs professionnels et les acteurs de la recherche,
pour planter des dispositifs expérimentaux, ici avec 52 cépages différents. Et dès 2009, cette expérimentation a été mise en place et a permis de produire des données assez fines sur les caractéristiques de ces différents cépages en climat bordelais. Il y avait un financement par les professionnels, par le CIVB, qui montrait que les professionnels ont déjà anticipé la question de l'adaptation. Puis, très vite, les représentants d'une partie du vignoble bordelais, donc les ODG Bordeaux et Bordeaux supérieur, qui représentent plus de 50% de la surface des vignobles, se sont intéressés à ce travail. Ils sont intervenus, eux et toutes les autres ODG, au niveau de l'INAO pour faire évoluer la réglementation et créer une nouvelle catégorie de cépages qu'on appelle les variétés d'intérêt à fin d'adaptation, qui peuvent permettre d'expérimenter en conditions réelles de nouveaux cépages, alors que ces cépages ne sont pas inscrits au cahier des charges des appellations. Donc, assez rapidement, dès 2019, l'ODG a produit une liste de cépages cette liste a été étudiée par l'INAO, qui a donné son autorisation officielle à la fin de 2020. Et à partir de là, on peut commencer à planter ces cépages dans le vignoble et à réaliser une évaluation et des expérimentations, tout en maintenant le dialogue avec la recherche pour permettre l'échange d'informations et continuer le processus. Donc, juste à titre d'exemple, des photos de ces 6 cépages qui peuvent être maintenant expérimentés dans le vignoble bordelais à titre d'expérimentation pour concevoir l'adaptation. Le deuxième exemple concerne le levier géographique et qui montre que soit à l'échelle locale, soit en concevant un peu le nomadisme des cultures, on peut mobiliser ce levier. Alors ici, ça montre une carte d'indice de somme de température, qui est l'indice de Winkler, à l'échelle du vignoble de Saint-Émilion, et qui montre qu'il y a une grande diversité. Et cette grande diversité, elle peut permettre une mobilisation, une adaptation plus ou moins fine, par exemple, des différents cépages à cette variabilité thermique. On peut aussi concevoir l'apparition de nouvelles régions viticoles. Et là, très rapidement, c'est un exemple de l'étude du potentiel viticole de la Bretagne pour différents cépages afin de soutenir le développement éventuel d'une filière vigne et vin dans cette région. Et vous avez ici des exemples qui viennent de la profession, de la base, qui montrent ces questions de développement de filières vigne et vin dans des régions qui traditionnellement ne sont pas viticoles, dans les Hauts-de-France, mais également en Bretagne. Donc, pour conclure mon propos, très rapidement, j'ai essayé de montrer que le changement climatique aura des effets marqués sur la production et la qualité des vins, quelles que soient les régions viticoles en France. Qu'il faut considérer les questions de l'adaptation à l'échelle du territoire, et ce, de manière systémique. Et j'essaie de montrer que l'adaptation n'est pas qu'une question de levier technique, mais aussi de potentialité géographique, d'organisation collective et d'évolution des réglementations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Nathalie. Donc Marion, tu peux projeter ton diaporama et n'hésitez pas donc à poser vos questions également dans l'onglet QR. Très bien. Alors, moi, effectivement, je vais vous parler d'un travail qui a été réalisé dans le cadre du Varenne agricole de l'eau par la cellule de recherche innovation transfert et le RMT Climat. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est réaliser un recensement des différents leviers techniques pour l'adaptation au changement climatique. Et donc là, je vais vous parler de ces différents leviers rapidement. Pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc, de quel levier on a cherché à recenser? Donc, comme je viens de vous le dire, c'était des leviers d'adaptation au changement climatique et vis-à-vis de 2 problématiques en particulier. La première, c'est le manque d'eau, le stress hydrique. Et la deuxième, c'est l'excès de chaleur, le stress thermique. On a cherché à identifier des leviers qui sont techniques et qui sont actionnables en champ par l'agriculteur. Alors, effectivement, comme on vient de voir dans la présentation précédente, ce sont loin d'être les seuls leviers envisageables pour l'adaptation au changement climatique. Alors, un petit point méthode pour vous expliquer comment on a réalisé ce recensement. Dans le cadre du Varenne de l'eau, les filières et les parties prenantes ont été toutes invitées
à participer en produisant des documents dans lesquels ils expliquaient notamment quels leviers pouvaient être mis en œuvre vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique. Donc, en récupérant ces informations et en faisant de la bibliographie, nous sommes parvenus à une liste de leviers que nous avons soumis à des experts. Donc, ils les ont retravaillés, ils les ont validés. Et au final, nous sommes parvenus à une liste, à un recensement d'environ 100 leviers que nous avons cherché à synthétiser. Donc, la synthèse, elle prend en fait la forme d'une infographie. Je vous enverrai le lien à la fin, si vous voulez. Elle est disponible depuis ce matin. Et donc là, ce que je vais vous faire, c'est donc un peu une synthèse de cette synthèse de leviers pour vous balayer un petit peu les catégories de leviers qu'on a identifiées. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, les leviers, on les a catégorisés en 3 échelles. On a des leviers à l'échelle de l'exploitation, des leviers à l'échelle de la parcelle cultivée et des leviers à l'échelle de l'animal. Donc, pour commencer, les leviers à l'échelle de l'exploitation. Plusieurs choses sont envisageables. La première chose qu'on peut faire pour lutter contre les stress hydriques et thermiques, c'est jouer sur l'adaptation de l'assolement. Donc, un premier levier qui peut être envisagé, c'est la diversification des espèces et des variétés cultivées. Ça, c'est un levier de sécurisation de la ressource. Ensuite, on peut chercher à choisir des espèces ou des variétés qui soient adaptées aux contraintes hydriques et thermiques. Aussi, dans la mesure du possible, on peut envisager une stratégie d'esquive des stress. Donc, l'esquive des stress, c'est une stratégie qui consiste à faire des choix de date de semis et des choix de précocité qui permettent de faire en sorte d'éviter que les périodes de sensibilité des plantes coïncident avec les périodes à haut risque climatique. Ensuite, il est également envisageable de travailler sur la forme et la taille des parcelles, par exemple en constituant un assolement sous la forme d'une mosaïque pour limiter les risques de ruissellement. Un deuxième grand type de levier sur lequel on peut travailler, c'est le pilotage de la ressource en eau. Donc, si on se place dans un cas où la ressource en eau n'est pas disponible en quantité suffisante, on peut envisager de mobiliser des ressources en eau renouvelables, que ce soit par stockage ou recyclage. Pour ce qui concerne les cultures irriguées, on peut chercher à piloter l'irrigation. Ça, c'est un grand levier. Donc, le pilotage de l'irrigation, ça consiste d'une part en établissant une stratégie d'irrigation en amont de la campagne et tout au cours de la campagne, on peut chercher à adapter cette stratégie vis-à-vis des contraintes climatiques en utilisant par exemple des outils d'aide à la décision, des sondes ou des bilans hydriques par exemple. Et puis, toujours sur l'irrigation, on va chercher à assurer une bonne répartition des apports et à limiter les pertes. Ça va passer par un bon entretien, un bon réglage du matériel et du réseau. Et aussi, c'est possible par exemple, de la modulation intraparcellaire des doses. Enfin, dans l'atelier d'élevage aussi, il est important de travailler sur le pilotage de la ressource en eau. Donc, ça peut être, par exemple, en réalisant un bon suivi des consommations d'eau ou, en fonction des filières, quand c'est possible, utiliser des systèmes d'abreuvement qui soient plus économes en eau. Alors, à la frontière entre les deux ateliers, l'animal et le végétal, on a le pilotage de la ressource alimentaire du cheptel. Là aussi, il y a de nombreux leviers à actionner. La première chose qu'on peut faire, c'est chercher à optimiser l'utilisation des prairies et des cultures fourragères. En effet, si on se place dans un contexte où la ressource alimentaire est fragilisée du fait des risques et des aléas climatiques, l'objectif, ça va être de maximiser l'exploitation de cette ressource qui est disponible, qui pourra être disponible éventuellement en faible quantité. Et puis, on peut aussi chercher à sécuriser la ressource alimentaire. Il y a plein de manières de sécuriser la ressource alimentaire. Ça peut être en constituant des stocks de sécurité, ça peut être en activant ce levier de diversification des cultures dont on a parlé plus tôt, et ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre du pâturage, en cherchant à aller pâturer des ressources complémentaires, des ressources additionnelles hors de l'exploitation. Et enfin, au niveau de la conduite du cheptel, on peut aussi faire plusieurs choses. Donc, on peut élever des races et des espèces qui soient adaptées à la contrainte thermique, d'une part, et qui soient aussi adaptées à exploiter efficacement des ressources alimentaires qui pourront être variables. Et donc, ces deux éléments qu'on a, donc s'adapter à exploiter efficacement des ressources alimentaires variables et protéger les animaux contre le stress thermique, en fait, c'est deux éléments principaux qu'on retrouve dans l'adaptation de la conduite du cheptel. Donc, on le retrouve dans le fait d'optimiser les effectifs. Là aussi, c'est pour s'adapter à la variation de la ressource.
exploiter la complémentarité entre les différentes espèces, si possible, entre races et entre lots, de même pour gagner en souplesse et s'adapter à la ressource, et aussi adapter les stratégies et les calendriers de reproduction lorsque c'est possible, ce qui permet encore une fois de s'adapter à la ressource et également de protéger éventuellement les animaux contre des risques climatiques. Ensuite, on peut passer à l'échelle de la parcelle. Donc, à l'échelle de la parcelle, en fait, les objectifs principaux, ça va être déjà au niveau du sol, de permettre de limiter les pertes, donc les pertes par exemple par ruissellement, et de garantir de l'eau disponible pour les plantes. Et donc, du coup, la première chose sur laquelle on va travailler, c'est améliorer les propriétés du sol. Donc, pour améliorer les propriétés du sol, on peut faire un travail du sol qui est adapté. On a des différentes techniques de travail du sol qui sont connues pour améliorer certaines propriétés. Par exemple, on sait que le binage va limiter l'évaporation. On sait que, par exemple, il y a certaines techniques qui limitent le ruissellement, comme par exemple le barbutage. Donc, ce sont des exemples, mais il y en a d'autres. On va aussi chercher, et ça c'est un levier clé qu'on retrouve un petit peu dans plein d'autres leviers, à apporter de la matière organique dans le sol, parce que la matière organique, ça peut avoir de nombreux bénéfices vis-à-vis de l'eau. Si elle est apportée en quantité suffisante, évidemment, elle va pouvoir améliorer la capacité de rétention d'eau du sol, elle va pouvoir permettre d'améliorer l'infiltration, la capacité des racines à pénétrer dans le sol, etc. Et enfin, un troisième levier clé sur le sol, ça va être de chercher à limiter le tassement. Donc, ça peut être en limiter la récolte en conditions humides, ça peut être en utilisant des pneumatiques adaptés comme des roues jumelées ou des pneus basse pression. Sur le sol aussi, il y a un autre levier qui est d'assurer une couverture régulière du sol. Donc, les objectifs sont les mêmes, que ce soit en cherchant à favoriser la présence de couverts ou en utilisant un paillage ou un mulch. L'objectif, ça va toujours être ici de limiter par exemple l'évaporation, ça peut être de limiter le ruissellement, ou encore une fois, d'enrichir le sol en matière organique. On peut également mettre en place des infrastructures agroécologiques, donc que ce soit des arbres ou des talus. Par exemple, donc ça, ce sont des leviers qui vont jouer sur plusieurs tableaux. Par exemple, les arbres, ils vont déjà permettre, grâce à l'ombrage, dans certains cas, à limiter le stress thermique. Et puis, on retrouve encore une fois ce levier d'enrichissement du sol en matière organique. Donc là, c'est des leviers qui concernent à peu près la majorité des cultures, mais on a des leviers qui sont plus spécifiques à certaines cultures. Donc, par exemple, pour les cultures pérennes, il y a des leviers qui s'appliquent spécifiquement à ces cultures, par exemple, pour réduire l'échauffement au soleil. Donc là, on va pouvoir jouer sur l'orientation des rangs, sur les techniques de taille. On va aussi pouvoir, par exemple, appliquer de l'argile blanche pour limiter l'échauffement. Il est aussi possible de travailler sur les grèves parce qu'on sait que les techniques de grève vont jouer sur l'enracinement et sur la circulation de l'eau dans les plantes. Et enfin, on peut aussi chercher à optimiser l'implantation dans le sens où on peut travailler sur la manière dont le sol est préparé et dont les racines sont préparées au moment de la plantation pour favoriser un bon enracinement. Et enfin, un autre type de culture spécialisée, on a les cultures sous abri. Donc, en fait, déjà, le fait de cultiver à l'ombre, ça va être un levier en soi pour limiter le stress thermique. Donc, on peut imaginer des cultures sous filet d'ombrage ou sous panneaux photovoltaïques, par exemple. Et donc, pour ce qui concerne les cultures sous serre, on va chercher à améliorer le climat sous la serre en améliorant, par exemple, les techniques de ventilation ou de brumisation. Et enfin, pour finir, on a l'échelle de l'animal. Alors, la chose principale qu'on va essayer de faire pour les animaux, c'est évidemment de les protéger contre la chaleur. Donc, s'ils sont en extérieur, on va chercher à leur apporter de l'ombrage. Et s'ils sont en intérieur, on va chercher à améliorer la ventilation des bâtiments et aussi à chercher à réduire l'impact du rayonnement solaire dans les bâtiments, donc par exemple en utilisant des matériaux qui soient plus réfléchissants ou en végétalisant les abords, par exemple. Et aussi, il y a tout un volet qui concerne l'alimentation et l'abreuvement des animaux. Donc, la première chose pour l'abreuvement, c'est de garantir aux animaux de l'eau en permanence, en quantité et en qualité pour la totalité des animaux, et que ça soit suffisamment à proximité pour eux. Et puis, il y a également beaucoup de leviers qui concernent la ration. En effet, les stress thermiques vont avoir
de nombreuses conséquences négatives, donc à la fois sur le bien-être animal et sur la production. Et donc, on peut jouer, par exemple, sur le fait que, alors, par exemple, en cas de stress thermique, les animaux vont avoir tendance à moins avoir faim. Donc, on peut jouer sur l'amélioration de l'appétence de la ration. Aussi, en cas de forte chaleur, il risque des stress oxydatifs, donc on peut ajouter des antioxydants, par exemple. Et enfin, il peut être intéressant d'adapter les horaires des repas. Donc, si par exemple les animaux pâturent sur un lieu qui est peu ombragé et que les températures sont élevées, on peut imaginer de faire du pâturage nocturne, par exemple, ou aussi de jouer sur la distribution des repas au cours de la journée pour éviter que ça soit fait dans une période chaude, tout à la fois pour éviter de créer des pics de chaleur. Donc, on peut plutôt écréter les distributions de la ration. Donc là, je vous ai fait un survol un petit peu de tous les leviers qu'on envisage. Si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller sur le site de l'ACTA. Il y a l'infographie complète qui est disponible, donc un peu plus de texte, un peu plus d'exemples. Et si vous voulez encore plus de détails, bonne nouvelle, parce que ça va être possible. En fait, tout au cours de l'année, on va mettre à disposition des fiches techniques des différents leviers qu'on a identifiés donc sur la plateforme GECO. Donc ça sera disponible tout au cours de l'année. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Marion. Et donc maintenant, je passe la parole à Yvan. Bonjour à tous. Voilà, Mathieu, j'espère que vous voyez mon écran tous. C'est très bien. Nickel. Voilà, Yvan Reynaud. Donc, je suis enseignant en éducation socioculturelle au lycée de Chaumont. Et je voudrais vous faire un retour sur l'expérience que j'ai pu faire à travers l'utilisation d'un outil qui s'appelle MyCO2, qui va apparaître à l'écran. Voilà. Donc, Yvan, est-ce que tu peux juste te rapprocher du micro pour qu'on t'entende mieux? Je suis un peu loin là. Pardon. Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'est beaucoup mieux, merci. C'est mieux. Voilà. Bonjour à tous. Je disais que j'étais Yvan Reynaud, enseignant en éducation socio-culturelle au lycée de Chaumont en Haute-Marne. Et voilà, je voulais vous faire un retour sur l'expérience que j'ai eue avec l'utilisation d'un logiciel de calcul d'empreinte carbone personnelle, mais pas que. Bref, à travers ce logiciel, c'est environ 300 à 400 personnes qui ont pu être touchées, qui ont pu individuellement calculer leur empreinte carbone personnelle. Et moi, je voulais vous faire une remontée un petit peu de mon ressenti par rapport à cette animation qui dure 2 heures, 3 heures. J'ai pu la proposer à des élèves, à des étudiants et également à titre militant lorsque je me suis déplacé auprès de personnels d'associations ou même d'un conseil municipal. Alors, je rappelle le sujet, c'était un petit peu le cahier des charges de ma présentation. Donc, comment parler de la dérive climatique à des élèves étudiants et moi, j'élargirai le sujet donc à des personnes en général, à tout public. Et évidemment, l'intérêt de l'animation, c'est de donner aux gens l'envie d'agir. Alors, le premier bénéfice de parler de la dérive climatique, je vais en parler pour moi, c'est que personnellement, moi, ça a été un sujet qui m'a un peu angoissé. Et donc, lorsque je me suis mis en action en me demandant comment je pouvais faire que ça aille mieux, en fait, je me suis mis à en parler à d'autres personnes, de telle sorte que maintenant, je guéris doucement et je vous remercie de m'écouter, vous participer à la guérison du malade. Alors, peut-être une première remarque, c'est par rapport à mon établissement. Alors, ce n'est pas de dénigrer mes propres collègues que de dire ça, mais je trouve qu'en général, on a besoin d'une montée en compétence par rapport à la description du problème. La description du problème, c'est la dérive climatique et son lien avec l'utilisation des énergies, mais pas que, évidemment. Et je trouve qu'on n'a pas tout à fait la bonne photographie, de telle sorte que si parmi le personnel enseignant ou parmi les formateurs, on n'a pas la bonne description du problème, évidemment, on n'est pas forcément en capacité de transmettre auprès des apprenants
que ce soit des lycéens, des étudiants ou d'autres publics. Pour moi, la bonne photographie du problème, je pense que vous la partagez, c'est qu'en fait, il y a un caractère irréversible à la dérive climatique. Ça fait partie des informations qui sont violentes à entendre de la part des publics qu'on a pu toucher. Et qu'en gros, on a 30 ans pour limiter la dérive climatique à 2 degrés. C'est ça un petit peu l'information marquante de l'animation. Donc, les gens encaissent cette information, on va dire, de différentes façons. En tout cas, ce qu'ils comprennent, c'est qu'on ne s'en sortira pas en arrêtant l'eau quand on se brosse les dents ou en ramassant 3 papiers gras par terre. Alors, s'agissant donc de la dérive climatique, j'ai entendu les interventions précédentes, s'adapter ou atténuer, bah, sûrement les deux, hein, évidemment. Et moi, j'ai un mot à ce sujet. Le bon traitement, ce n'est pas l'image que je vais vous donner. L'image que j'ai pu utiliser à travers ces animations, c'est la suivante. Si moi, je vois quelqu'un en train de se noyer, je ne lui demande pas si l'eau est bonne. Donc, je pense que la bonne photographie du problème, c'est de donner les bonnes échelles de temps aux gens, confère ce que je disais précédemment, c'est-à-dire 30 ans pour agir, et puis les bons ordres de grandeur, c'est-à-dire l'effort à faire pour atteindre ce que l'on appelle cette neutralité carbone à échéance de 2050. J'ai une autre image pour leur présenter la situation, c'est notamment le fait qu'il y a un précipice. Et il y a 3 catégories de personnes par rapport à cette image du précipice. Le précipice étant la dérive climatique. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un précipice. Donc, le bénéfice immédiat, c'est qu'ils découvrent qu'il y avait un précipice. La deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui savaient qu'il y avait un précipice, mais qui, de toute façon, ne changeront rien à leur façon de faire. Et la troisième catégorie de personnes avec laquelle il faut travailler, à mon avis, ce sont les gens qui savent qu'il y a un précipice, mais qui ne savent pas vers quoi se tourner pour agir. Et ceux-là, bien que souvent ils le sachent déjà, il faut imaginer un chemin emprunté qui est un peu plus étroit que celui qu'on a connu, qui est un peu plus sinueux, un peu plus pentu, mais on sait que si on l'emprunte ensemble, eh ben, on ne va pas se casser la figure dans le précipice. Alors, par rapport à cette animation, donc cette animation carbone où les gens peuvent mesurer leur empreinte carbone personnelle, elle a des limites. Parmi ces limites, il y en a une qui est importante, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que vous faites aux gens une photographie du problème à traiter que ça va les inciter à agir. Alors, je vous donne 2 exemples. Lorsque moi, je présente l'animation aux gens en disant, ben voilà, l'empreinte carbone de quelqu'un qui a un menu qui est fortement tourné vers la viande par rapport à quelqu'un qui a une consommation nulle de viande, qui a un régime végétarien, il y a 1 tonne de différence sur une empreinte carbone de 10 tonnes. En gros, il fait une économie de 10% sur son empreinte carbone personnelle s'il renonce à la viande. Eh bien, lorsque j'adresse cette information aux étudiants qui sont dans la filière production animale, en fait, ils ne rentrent pas chez eux en disant papa, maman, on va arrêter l'élevage parce que cet après-midi, j'ai croisé mon prof, il m'a dit qu'on pouvait faire une économie de 10% sur son empreinte carbone personnelle. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Autre exemple, lorsque des adultes découvrent que leur chaudière au fioul est plus émissive, par exemple, qu'une pompe à chaleur, chaudière au fioul, c'est 300 grammes de CO2 par kilowattheure produit, par rapport à 70 grammes pour une pompe à chaleur, la personne ne revient pas chez elle en disant chérie, cet après-midi, j'ai croisé quelqu'un, il m'a dit que la chaudière au fioul, ce n'est pas bien pour l'environnement, appelle le chauffagiste, on va la changer demain matin. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Le changement, il relève de processus qui sont beaucoup plus longs.
Et donc, effectivement, la seule photographie du problème n'est pas autoporteuse de solution. En fait, dans les animations telles qu'on peut les faire avec les collègues, je ne suis pas le seul à faire cette animation MyCO2, mesurer mon empreinte carbone, il faut souvent équilibrer la peur avec la solution. La peur, c'est ce qui va rendre en fait saillant votre problème. Vous allez éventuellement donner de l'actualité au problème. Mais si vous ne montrez pas la solution, eh bien, en fait, les gens vont se mettre dans une situation de déni. En gros, ils vont se dire on va s'asseoir sur notre magot, notre situation de rente, et puis on verra bien plus tard. Ça fait partie aussi des limites de l'animation MyCO2. Alors, je vous présente quelques-unes des attitudes de type climato-sceptique, c'est-à-dire des propos que j'ai entendus pendant les animations. Encore une fois, ce n'est pas une statistique, c'est juste des choses que j'ai entendues. Parmi les choses qu'on entend, c'est « tu ne vas pas changer le monde de toute façon ». Ça, c'est une participante qui voulait changer des choses, mais il y a un qui lui a dit « tu ne vas rien changer en fait ». Il y a des choses qu'on entend comme la science nous sauvera. La science nous sauvera. On remet la résolution du problème aux ingénieurs, en fait. Là, il y a aussi des réactions de type il fait un peu plus chaud, c'est mieux. C'est vrai, à chaque fois, il y a une part de vérité dans ce que disent les personnes. Alors, je ne devrais pas la dénoncer, mais c'est ma mère qui a dit ça. Il y a aussi ce genre de réaction, le problème est trop gros pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis persuadé que ma seule participation à la résolution du problème, ça ne suffira pas. Donc, ces gens-là, il faut tenter d'aller les chercher, mettre du collectif dans l'action pour leur dire que tu n'es pas seul à agir. Il y a aussi des réactions de type « je fais ce que je veux avec mon argent ». Vous avez certainement entendu lorsque vous abordez ces questions. Donc, c'est une réflexion qui touche à la liberté des gens. Et ça, lorsqu'on touche à la liberté des gens, c'est un peu une matière inflammable. Et puis, il y a un grand classique que vous connaissez certainement, c'est « j'en fais assez, aux autres d'en faire ». Voilà. Donc, comme nous sommes des animaux mimétiques, évidemment, on attend que les autres agissent dans le bon sens pour faire de même. Alors, comment surmonter ces difficultés? C'est imaginer qu'il y a des bénéfices immédiats permettant le passage à l'action et qui tend vers l'atténuation du problème. Les bénéfices immédiats de l'action, ça peut être deux choses, par exemple. Je vous donne deux exemples. Alors, on ne va pas réinventer la roue, c'est des choses simples, mais il faut insister sur ces choses, ces solutions qui sont collectives. Par exemple, si je partage un trajet, évidemment, le bénéfice, c'est que je fais une économie d'argent. Et l'autre bénéfice, c'est éventuellement, je me suis rapproché de quelqu'un qui faisait le même trajet que moi et que je ne connaissais pas. Et le gars, je le trouve vachement sympa. Et c'est super cool d'élargir le champ de mes relations sociales. Autre exemple, si je chauffe moins la nuit, ma chambre, certes, je vais peut-être mettre une couverture de plus ou alors je vais me rapprocher de mon conjoint et d'un point de vue des sensations, ça va être vachement bénéfique. Bref, c'est sur ces exemples qu'il faut insister et d'une manière générale, il faudrait arriver à changer une norme sociale. La norme sociale qu'il faudrait changer, c'est en fait que l'atteinte à l'environnement soit quelque chose d'inacceptable pour la société. Comment faire pour cela? Un peu de la même manière que l'on a fait pour la cigarette. Je donne cet exemple. Il y a 30 ans, moi, j'avais des professeurs qui fumaient en classe. C'est des choses qui, aujourd'hui, ont complètement évolué. Même les gens, chez eux, ont compris qu'individuellement, la cigarette, ce n'est pas bien, même si certains fument, et que collectivement, ça a un coût pour la société. Et il faudrait tendre vers une nouvelle norme sociale qui ressemble à l'effort collectif que la société a fait, que l'ensemble des acteurs individuels ont fait pour résoudre une partie du problème cigarette. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais, si vous voulez bien, que dans le chat, éventuellement, vous me disiez en un mot, comment vous avez ressenti cette présentation. Voilà, en un seul mot, dans le chat. Moi, ça m'aidera pour savoir
si j'avais le bon ton, les bons arguments. Voilà, merci Mathieu. Merci Yvan. Et bah, du coup, en attendant que les personnes réagissent dans l'espace de discussion, quelques petites questions qui sont arrivées. Il y en a un certain nombre. On va essayer de les traiter. Peut-être pas toutes. Premier sujet, plutôt pour Nathalie. Question autour des cépages hybrides résistants aux maladies. Est-ce que ceux-ci sont adaptés au réchauffement climatique? Alors, en fait, ces variétés résistantes aux maladies, les premières qui ont été inscrites sont pas particulièrement adaptées au changement climatique pour l'instant. Elles sont assez précoces. Donc, la première vague d'inscription est pas tout à fait adaptée. On n'a pas pu remplir tous les enjeux en même temps. Mais les secondes, les vagues successives qui vont arriver de variétés résistantes aux maladies intègrent de plus en plus la question de l'adaptation au changement climatique. Donc, je peux répondre comme ça sur cette question-là. Très bien, merci. Une question plutôt pour Marion. On me fait remarquer que tu n'as pas parlé de récupération et du stockage de l'eau, création de micro-barrages, réserves, etc. Alors, quelque chose à apporter, ouais. Oui, en fait, je l'ai évoqué rapidement. Je ne me suis pas étendue dessus, mais j'ai évoqué les possibilités de faire de la récupération d'eau, du stockage d'eau. Donc, c'est détaillé un petit peu plus sur l'infographie. Pour compléter, est-ce que par récupération, tu entends aussi recyclage? Oui, aussi. Recyclage d'eau usée, Mhm. usée traitée. Exactement. Nathalie, on a une question sur les bioagresseurs de la vigne. Est-ce que ceux-ci vont évoluer avec les déplacements potentiels des vignobles? Alors, d'abord, les bioagresseurs, ils vont évoluer sous l'impact du climat. C'est des êtres vivants comme le reste. Donc, ils vont évoluer. Et c'est très compliqué de prévoir ou de simuler leur évolution. Des travaux ont été réalisés pour essayer de modéliser l'impact et voir comment dans le futur, rien que pour une maladie, par exemple l'oïdium, quel pourrait être l'impact. Et c'est peu démonstratif. Donc, ça va dépendre des maladies. Il va peut-être aussi y avoir des ravageurs qui vont apparaître, qui vont se développer. Ce que globalement les spécialistes des bioagresseurs de la vigne disent, c'est que l'imprédictibilité va augmenter. Donc, tout va dépendre aussi du régime des pluies. Et comme il y a beaucoup d'incertitudes sur le régime des pluies, voilà ce qu'on peut dire. En toute modestie. Merci. Yvan, par rapport à la méthode MyCO2 que tu évoquais, la question est de savoir est-ce que c'est qui en fait est derrière? Est-ce que c'est une asso? Est-ce que c'est une entreprise privée? Oui, Mathieu, oui. Donc la question, MyCO2, c'est un outil qui a été développé par une société qui s'appelle Carbon 4. Et en fait, elle a développé cet outil à la fois pour des animateurs professionnels, donc qui se déplacent en entreprise et qui vont, on va dire, faire cette animation pour 20, 50, 100 personnes. Et cet outil a aussi été développé pour des animateurs militants, c'est-à-dire ce que je suis, de telle manière qu'en fait, l'objectif, c'est créer du consentement autour de la question climatique, c'est-à-dire en gros, c'est l'éléphant dans la pièce, et c'est ça qu'on doit traiter. Et cet outil, à partir de cette bonne photographie, doit permettre aux gens de consentir en fait, à accepter les décisions qui vont de toute façon tomber dans le sens, par exemple, d'une limitation peut-être de leur liberté ou d'une limitation de leurs activités. C'est un outil pour créer du consentement. Alors, si on doit passer à échéance de 30 ans de 10 tonnes de CO2 moyenne française établie par l'ADEME à 2 tonnes, pour atteindre la neutralité carbone à échéance de 2050. 2 tonnes, c'est une neutralité carbone pour tous les habitants de la planète. On est tous égaux sur la planète, on est bien d'accord. Et donc, voilà l'effort qu'il y a à faire. Voilà, c'est l'objectif de l'outil MyCO2. Et il y en a d'autres. Mais l'outil a l'intérêt de présenter des éléments d'éco-psychologie. Et ce n'est pas les moins importants pour obtenir le consentement des gens. C'est-à-dire, en fait, les gens sont essentiellement, on est tous gouvernés par nos émotions. Et du
coup, il y avait des questions effectivement sur MyCO2. Quelle a été la différence avec l'outil de l'ADEME ou la fresque du climat? L'outil de l'ADEME, je ne le connais pas. La fresque du climat, c'est une description générale du problème. Donc, en fait, la fresque du climat, ce qui est bien, c'est que c'est interactif, c'est-à-dire que les gens travaillent ensemble pour construire en fait le problème. Au bout de 3 heures, ils ont compris le problème. MyCO2, ça prend le problème à partir de soi. C'est-à-dire, voilà la pression personnelle que j'exerce sur l'environnement. Cette pression, en général, est incompatible avec les limites planétaires. Et donc, à partir de la photographie de ses propres émissions, la personne peut imaginer agir. En clair, moi, je vais vous donner souvent ce que disent le résultat des empreintes carbone des Hauts-Marnais, et la mienne y comprise, évidemment, c'est que sur les transports, on est un département qui est faiblement peuplé. On a des empreintes carbone qui représentent sur les transports 3 tonnes, 4 tonnes. Moi, j'ai des étudiants, ils sont à 6 tonnes de CO2 émis par an. C'est-à-dire, c'est 60% de leur empreinte carbone personnelle. Ils font 40 000 km par an pour faire des allers-retours entre la ferme et puis le lycée pour aider le père qui n'arrive pas à gérer le manuscopique comme il faut. Enfin bref, et puis pour aider, quoi, tout simplement. Marion, une question pour toi. Parmi tous les leviers que tu as recensés, identifiés, un peu présentés, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une approche un peu plus opérationnelle avec des indicateurs d'efficacité en termes d'intensité d'adaptation? Est-ce que est-ce que ce sont des solutions qui sont matures, disponibles ou encore en cours d'expérimentation? En fait, là, les leviers qu'on a présentés, effectivement, ils n'ont pas tous le même niveau de maturité, ils n'ont pas tous le même niveau de déploiement sur le territoire. Et donc, en fait, au moins, ils ont un point commun qui ont été considérés par les experts comme des pistes sérieuses et qui sont, dans la mesure du possible, vouées à être appliquées en terrain. Mais effectivement, une prochaine étape du travail, ça va être justement de faire des caractérisations de ces leviers en fonction du niveau de recherche, du niveau de développement, du niveau d'efficacité. Donc, il y a un certain nombre de critères d'évaluation de ces leviers qui sont en train qu'on est en train d'utiliser pour décrire ces différents leviers et pour justement nous permettre de répondre à ces questions, de voir pour lesquels il faudrait faire des recherches complémentaires, lesquels sont déjà très répandus, etc. Donc, ça c'est en cours. Et voilà. Donc là, c'était un aperçu assez général et pas forcément de catégorisation des leviers là-dessus. Mais on garde ça en tête. Est-ce que les leviers ont été aussi passés au regard de la réglementation? Est-ce que tu as regardé la réglementation existante avant de justement faire ce recensement? Est-ce qu'il y a des spécificités que tu avais pu identifier ou pas? Au niveau de la réglementation, c'est-à-dire? La réglementation en termes de la législation qui peut imposer des contraintes en termes d'application de certains leviers. Est-ce que tu as... Plutôt pour l'irrigation, par exemple? Par exemple. Ouais. Alors oui, ça existe. Après, là, encore une fois, on était plutôt sur la technique en elle-même, plutôt que sur les contraintes législatives qui sont liées. Yvan, la question est de savoir comment est-ce que les étudiants réagissent à ces interventions et est-ce que ça change derrière leur comportement? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. De temps en temps, lorsque je les croise évidemment toutes les semaines, parce que ce sont des étudiants que j'ai en classe, de temps en temps, je me fais chambrer. C'est-à-dire, ils me disent, vous avez vu, monsieur, ce matin, je suis venu en voiture, etc. Donc, ils me font surréagir, évidemment, parce que peut-être qu'ils ont ressenti que je portais un peu mon sujet de façon trop émotionnelle et ils veulent me titiller gentiment. Mais je pense qu'il ne faut pas réagir à ça. Ça veut dire qu'en fait, le sujet que moi, je leur ai proposé, c'est un sujet. Et c'est pour ça qu'ils m'en parlent. Alors certes, ça ne crée pas les effets immédiats. De la même manière que le jour où on a dit que le tabac, ce n'est pas bien, ça nous a pris 30 ans pour que les gens, ça soit exclu des bâtiments publics, et un peu plus. Donc il faut imaginer que en fait, la photographie, elle ne déclenche pas immédiatement un processus de changement. Je pense que les changements, ils relèvent de processus qui sont beaucoup plus lents. Et ça, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en sorte que ces processus se déclenchent, mais il faut accepter un peu la frustration qu'il n'y ait pas derrière ce
qu'on voudrait, vers quoi tout le monde tende, quoi. Est-ce que durant ces interventions, il est demandé si vous utilisez la BD de Jean Covici? Je l'ai lu, elle est super bien faite. J'en utilise certaines images, mais j'utilise principalement les documents pédagogiques là, de Avenir Climatique. C'est une association d'étudiants, ils ont fait un super boulot vraiment pour construire des conférences. Vraiment, c'est du tout fait, puis c'est vraiment bien fait, quoi. Mais la BD de Jean Covici, elle peut être exploitée pour faire ça. Mais en général, on n'a pas le temps, il y a tellement de choses à faire, parce que l'animation, elle est en 3 phases. Il y a une phase où on fait le lien entre dérive climatique et puis utilisation des énergies fossiles, ainsi que des autres gaz à effet de serre. Le calcul de l'empreinte carbone, c'est la 2e phase. Et il y a la 3e phase, qui n'est pas la moins importante, c'est comment on peut agir collectivement et quels sont les obstacles à notre action. Voilà. C'est-à-dire, en gros, un peu d'éco-psychologie. Mais en 2 heures, tout ça, ça va très vite, hein. Très, très vite. Mais le but de l'animation, c'est que les gens ils sortent un peu avec la patate, quoi. Que ne faut pas les mettre au fond du trou, quoi. Les gens, s'ils viennent à une animation comme ça, il ne faut pas les emmerder. Faut qu'ils ressortent chargés positivement, émotionnellement. Et là, vous le savez, parce qu'ils vous disent merci. En disant, voilà, ça s'est bien passé, il ne nous en a pas trop mis, il n'a pas été culpabilisant, c'est ça, quoi. S'ils vous font confiance, ça va aller, quoi. Est-ce que ça déclenche quelque chose derrière? Moi, j'en sais rien. Bien, merci. Nathalie, une question. Alors, on va voir si vous pouvez y répondre. Sur le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que y faire de la vigne, il serait adapté, d'autant plus par rapport au ratio acidité-sucre réducteur? Est-ce qu'il sera suffisant? Alors, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a déjà des expérimentations, hein. Donc, il y a un groupe coopératif il prévoit 200 hectares de plantés. Alors, tout va dépendre des cépages cultivés et aussi de ce qu'on veut en faire de ce raisin. Pour certaines utilisations, hein, certainement des vins blancs secs ou alors des vins de base pour faire des vins effervescents, les résultats peuvent être intéressants. Donc, il faut essayer. Moi, je n'ai pas la réponse de si c'est adapté ou pas. Ça dépend à quoi on veut s'adapter. Si on veut créer une grande filière ou si c'est ponctuellement. On peut certainement trouver des couples cépages porte-greffes et des modes de culture dans des environnements très exposés au sud qui permettront de mûrir du raisin. Marion, la question est, il y en a une autour de la génétique par rapport à l'adaptation, à l'évolution des bioagresseurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais pu voir? Alors j'imagine que c'est plutôt en lien avec la génétique des plantes. Alors c'est quelque chose qui était très abordé dans les consultations dont je vous ai parlé, des consultations du Varenne, donc de plusieurs filières qui ont parlé. Donc là, ce n'était pas exactement le sujet, mais effectivement, c'est aussi un levier actionné pour le changement climatique. Et une question autour aussi de est-ce que les leviers que tu as abordés avec une approche systémique donnent ici une mesure d'adaptation ou d'atténuation? Oui, alors on va justement chercher à évaluer ça, l'efficacité sur la capacité d'adaptation de ce levier et l'efficacité de la capacité d'atténuation de ce levier. Ça aussi, c'est des choses qu'on va aborder, qui n'apparaissent pas pour l'instant dans l'infographie, mais qui sont prévues. Alors, une question je pense que vous pouvez être deux à y répondre peut-être. Est-ce que l'irrigation de la vigne en goutte à goutte serait un levier pertinent? Alors, je peux répondre. Comme levier technique, c'est sûr que si on manque d'eau, on peut rajouter. Le goutte à goutte est très utilisé dans de très nombreux vignobles. Après, ça va vraiment dépendre des situations. Peut-être là où les risques sont les plus importants, c'est une option qui est intéressante. Après, dans les autres zones, il faut bien évaluer les risques, la fréquence des risques d'être en stress hydrique. Et voilà. Ce qu'on essaie de promouvoir, c'est aussi une vision collective de l'eau, de la gestion de l'eau.
Donc, de bien se poser la question, est-ce que la vigne est prioritaire par rapport à d'autres usages agricoles ou même d'autres usages de l'eau? Donc, c'est toujours ces questions-là aussi qu'il faut avoir en tête quand on mobilise des leviers d'adaptation, notamment ceux qui utilisent l'irrigation. Et aussi le long terme, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être de l'eau, mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y aura peut-être moins d'eau. Pour rester sur la thématique implantation d'arbres, etc. Nathalie, vous avez répondu à une question directement dans le chat et il y avait une autre qui questionnait est-ce que les bénéfices de l'agroforesterie et de l'implantation d'arbres vis-à-vis de la limitation des pertes d'eau est conditionné au type de sol? Je ne sais pas, moi je sais, alors c'est un secteur sur lequel je ne suis pas spécialiste. Qu'il y ait arbre ou pas, ça va beaucoup dépendre du type de sol, effectivement, parce que la rétention de l'eau n'est pas la même, la réserve utile n'est pas la même. Donc, il n'y a pas de raison que ça fasse exception, mais voilà. Donc, c'est en cours d'expérimentation et il y a certainement des éléments existants. Une question à tous. Est-ce que vous, enfin plutôt même Yvan, est-ce qu'on retrouve la même problématique que celle qui est abordée avec les étudiants au sein du conseil agricole? Est-ce que cette approche vis-à-vis du réchauffement climatique est aussi partagée entre les étudiants et le conseil? Je ne sais pas si quelqu'un de vous aurait des éléments. Ouais, allô, bah, j'en sais rien. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'évoque avec le chef d'exploitation, avec qui je m'entends bien. Et bien souvent, si vous voulez, les personnes qui acceptent votre discours, ce sont les personnes qui vous aiment bien. Je le répète, enfin, on est gouverné par nos émotions, quoi. Et s'il y a quelqu'un qui on va dire, qui vous plaît bien, bah, en fait, vous allez accepter plus facilement son discours. Mais savoir si c'est abordé dans le conseil agricole, j'en sais rien. Moi, j'ai fait une intervention auprès du conseil d'administration l'année dernière. Je pense que j'ai tapé complètement à côté et que ça n'a produit aucun effet. Et puis que les gens, voilà, ils ont ouvert leur truc et puis ils sont passés à autre chose. Je pense il faut que ça soit un mouvement général au sein d'un établissement pour que, en fait, il y ait une diminution des gaz à effet de serre en général dans un établissement agricole. Si un jour on a l'intention de faire un bilan carbone du lycée, voilà, il faut une volonté générale, pas seulement un ou deux mecs qui s'intéressent à la question, quoi. Marion, il a demandé est-ce que pour les grandes cultures, tu as pu regarder l'effet du stress hydrique et thermique par rapport à ces ravageurs en grande culture et sur les éventuels leviers qui peuvent les concerner? Par rapport aux ravageurs, c'est ça? Oui. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du domaine pour le coup. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont très souvent évoquées. Donc, je pense qu'il y a plusieurs références sur le sujet. Mais moi, pour le coup, je ne suis pas la plus experte là-dessus. Ou alors aussi une question un peu à vous tous, voir si c'est dans vos domaines d'expertise. Est-ce que la liste, enfin tous ces leviers qui ont été évoqués tout à l'heure, ne sont pas un peu aussi, enfin, il n'y a peut-être pas une difficulté à les mettre en œuvre face à l'augmentation de la taille des exploitations? Est-ce que certains leviers ne sont pas forts, enfin, ne seraient pas non pertinents face à cette augmentation de la taille qu'on constate de plus en plus? Je ne sais pas. Je sais pas. Nathalie, en termes de... C'est difficile de répondre dans l'absolu. Alors parfois, ça peut, en fonction de la taille, vous pouvez avoir un coût moindre parce que vous répartissez sur une plus grande surface. Ou, après, il y a des leviers qui vont être qui vont demander beaucoup de main-d'œuvre à mettre en œuvre. Et là, bien sûr, ça va. C'est un facteur très important de la durabilité des exploitations, mais c'est global. Alors, à mon avis, ça ne se raisonne pas différemment des autres mobilisations techniques. Je vais devoir vous arrêter malheureusement puisqu'on approche de l'heure
fatidique puisqu'on s'astreint à tenir les horaires et de terminer ces agro-webinaires à 14 heures. Je vous remercie tous pour cette participation. Vous étiez très nombreux à participer. On n'a pas pu traiter toutes les questions, mais voilà, je tiens à remercier tous les intervenants et l'animateur et vous dis rendez-vous le 22 février. On va prendre quelques semaines de congé pour ces agro-webinaires. Donc, on reviendra également sur le thème du changement climatique avec les impacts, cette fois-ci, du changement climatique dans la gestion forestière le 22 février. Voilà, merci à tous et à bientôt. Tout.